Your Excellencies, Mr. Alessandro Iglesias Campos, Excellences, Mesdames, Monsieur Alejandro Iglesias Campos, spécialiste de programme pour les politiques maritimes, la section coordination régionale et politique maritime de la COI, chers représentants de la COI UNESCO et chers membres de l'équipe mondiale PSM, chers participants, mesdames et messieurs, mes chaleureuses salutations depuis l'Indonésie au nom du ministère des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie. Permettez-moi de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à ce séminaire en ligne sur le partage des pratiques en matière de planification spatiale maritime à travers le monde, Indonésie. Je souhaiterais tout d'abord exprimer toute mon appréciation et mes remerciements à la COI UNESCO de donner à l'Indonésie cette occasion de diffuser ses pratiques en matière de PSM grâce à cette manifestation en ligne. Les informations et la situation actuelle en matière de PSM de l'Indonésie ont déjà été publiées sur le site internet MSP Global de la COI UNESCO. En tant qu'État archipel le plus important du monde, l'Indonésie a développé, a mis au point une planification spatiale maritime permettant de gérer, de réguler de façon durable les espaces marins, côtiers et les petites îles. Nous avons, en vertu de différents règlements indonésiens, un mandat permettant l'élaboration et la mise en œuvre de cette planification spatiale maritime. Il s'agit notamment de la loi numéro 32 de 2014 sur les affaires maritimes, de la loi numéro 27 de 2007 associée à la loi numéro 1 de 2014 sur la gestion des espaces côtiers et des petites îles, et enfin de la loi numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois. Cette loi sur la création d'emplois est censée permettre de traiter les questions liées à l'investissement et à la création d'emplois en permettant une simplification de la documentation liée à la planification spatiale. Un certain nombre de plans d'aménagement terrestre et de plans spatiaux maritimes seront ainsi intégrés et mis en œuvre dans le cadre d'une seule et même réglementation dont l'objectif est de permettre une bonne gouvernance des espaces maritimes et côtiers. En tant qu'espace national, qu'autorité nationale, chargée de la planification spatiale maritime, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a créé un plan national en matière de gestion des espaces marins. Il s'agit de la réglementation numéro 32 de 2019 et nous avons déjà une PSM interrégionale qui a été mise en œuvre par le décret présidentiel numéro 83 de 2020 avec la création de ce plan de zonage interrégional pour le détroit de Makassar. Nous avons quelques 6 réglementations de niveau ministériel sur la PSM qui concernent donc les petites îles ultra-périphériques et les autorités provinciales sont chargées de la gestion des espaces côtiers et des petites îles avec des plans de zonage. Parmi les 34 plans de zonage concernés, il y en a 27 qui ont déjà été mis en œuvre. Les plans restants devraient être menés à bien d'ici 2024. Au fil de cette manifestation, nous aurons l'occasion de vous présenter les acquis de l'expérience et de partager les bonnes pratiques en matière de PSM en Indonésie. Nous espérons que cela apportera une contribution positive et inspirera le développement de la planification spatiale maritime à travers le monde. Je vous souhaite des échanges extrêmement utiles et qui vous permettront d'avancer vers les objectifs recherchés. Merci.
Excellences, Mesdames et Messieurs, chers membres de l'équipe, chers invités et participants, bonjour depuis l'Indonésie. Je souhaiterais, au nom du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, avec mes deux collègues, partager aujourd'hui notre expérience en matière de planification spatiale maritime. Mais avant de parler de l'élaboration de nos travaux de planification, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte sur la PSM en Indonésie. Celle-ci doit permettre une gestion harmonieuse des espaces maritimes et côtiers. Nous sommes un État archipel qui comporte environ 4 fois plus d'espaces côtiers et maritimes que terrestres. On estime que quelques 70%, si l'interprète a bien entendu, de la population indonésienne vit dans les zones côtières. Et nous avons donc à cœur de gérer de façon optimale les ressources côtières. L'Indonésie est actuellement la seconde au palmarès des pays les plus importants en termes de production du secteur de la pêche, mais nous avons également beaucoup d'autres ressources, dont les exploitations minières, par exemple, qui sont très importantes pour notre économie. Nous avons des récifs coralliens avec quelques 37% des récifs, des espèces de récifs coralliens qui se trouvent en Indonésie. Il est donc très important que nous puissions gérer au mieux ces espaces, et les interprètes précisent qu'ils n'ont malheureusement pas le texte dont l'orateur donne lecture, mais qu'ils essayent de faire au mieux. Nous avons à résoudre un certain nombre de problèmes tels que la dégradation des espaces côtiers, la pollution ou les pratiques dommageables dans le domaine de la pêche. Il y a également des problèmes donc liés à la gestion des espaces côtiers qui découlent du changement climatique et de l'évolution des écosystèmes, ce qui implique des effets négatifs sur le bien-être des populations. De ce fait, il est important que les politiques mises en œuvre en Indonésie permettent de traiter ces problématiques. Nous avons donc, avec la planification spatiale maritime, un outil de politique qui permet de traiter de front des activités qui relèvent de secteurs différents et d'adopter une approche aussi globale que possible des problématiques liées à ces espaces. L'une des questions importantes à relever en Indonésie est celle de l'exploitation durable des ressources maritimes. L'économie, la société et la sécurité sont les trois grands piliers qui inspirent nos politiques, même si ces différents axes sont parfois en contradiction et nous obligent à un travail d'équilibrage. Il est donc important de pouvoir rechercher la réalisation d'objectifs dans ces différents domaines économiques, sociaux et environnementaux afin de travailler de façon optimale.
Voilà donc les objectifs de notre ministère de la planification spatiale. En termes économiques, nous devons veiller à l'optimisation des investissements, réduire autant que possible les effets négatifs sur l'environnement. Et en termes environnement, nous devons assurer la protection des zones côtières et maritimes et de différentes formes d'habitat. Du point de vue social, il faut veiller à ce que les communautés côtières puissent profiter des espaces dans lesquels ils vivent. L'Indonésie a appliqué la planification spatiale maritime pour essayer d'aller vers la réalisation des objectifs de développement durable, des ODD. Et nous avons à cette fin un certain nombre d'outils. On peut citer notamment la loi numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois qui fournit un cadre spécifique pour la PSM et la planification spatiale. On peut citer également d'autres textes, donc la loi numéro 32 de 2014 sur les affaires maritimes, la loi 27 de 2007 et la loi numéro 1 de 2014 sur la gestion des zones côtières et des petites îles. Cela dit, un décret présidentiel de 2017 a précisé certaines modalités supplémentaires. Nous avons donc ainsi un éventail réglementaire qui permet d'assurer la protection de notre souveraineté et de notre prospérité. Afin de réaliser la gestion marine, nous avons différentes étapes du processus à prendre en compte. La mise en place de la PSM, de la planification de l'espace marin, nécessite la gestion de l'espace, le suivi de différents aspects. Sur cette diapositive, vous voyez, en fait, on peut passer à la diapositive précédente plutôt. Merci. Alors, ici, on voit les différentes zones de la planification. Donc, nous avons les îles, en fait, l'archipel de l'Indonésie, les îles ultra-périphériques, la zone de juridiction, les eaux archipélagiques, la mer territoriale et les différentes zones comprises dans la zone de juridiction, comme les zones contiguës et les zones économiques exclusives. Alors, dans le cadre d'une planification de l'espace marin dans les provinces, cette partie-là tombe sous le mandat des autorités provinciales. Alors, sur cette image, on peut voir les frontières ou les limites des différentes zones impliquées dans la PSM, donc la planification de l'espace marin. Sur cette diapositive, on voit le système de planification spatiale qui existe en Indonésie. Donc, d'abord, nous avons le plan général de planification dans le contexte maritime de façon générale. Et ici, nous avons la planification de l'espace marin et le zonage qui s'étend sur 20 ans avec une révision tous les 5 ans. Dans le plan opérationnel de la PSM nationale, il y a également différentes composantes.
And each of them has Donc, different chaque composante nécessite une échelle de planification spécifique. Vous avez également l'exemple de la Chine, qui est quelque peu semblable. S'agissant de la PSM nationale, l'Indonésie a mis au point son plan spatial national. hierarchical from national MSP, then each province in Alors, Indonesia. nous avons donc le plan spatial national. Ensuite, nous avons le plan spatial des différentes provinces. Chaque province réalise cette planification dans le cadre de son autorité. Ceci nécessite une planification complémentaire en harmonie avec les autres autorités provinciales. Pour les provinces, il faut préparer les différentes composantes de ce plan spatial. Alors, nous avons différents mandats dans le cadre de cette planification spatiale maritime en Indonésie. Tout d'abord, les différentes échelles, l'échelle de 1 à 1 million. Il y a le mandat de la loi 32/2014 sur les affaires maritimes. Ensuite, la PSM des zones stratégiques nationales qui ont une échelle de 1 à 50 000 et qui sont régies par la loi 32/2014 sur les affaires maritimes. Il y a un règlement présidentiel qui régit la PSM de ces zones stratégiques nationales. Troisièmement, nous avons la planification de l'espace marin pour les zones stratégiques nationales. Ceci est régi par le gouvernement central avec une échelle de 1 à 50 000 dans le cadre de la loi 32/2014 sur les affaires maritimes. Et quatrièmement, nous avons la planification de l'espace marin interrégional. Il s'agit des baies, des détroits et de la mer. Il y a également un règlement présidentiel qui régit cette composante. Enfin, nous avons l'APSM provinciale, régie par la loi 27/2007. Il y a deux échelles, donc 1 à 250 000 à 1 à 50 000. Mais à l'avenir, je pense qu'on privilégiera l'échelle de 1 à 50 000. On peut poursuivre. Pour la PSM nationale, ce plan a été déjà promulgué, adopté en 2000. En fait, sera adopté plutôt en 2022 et 2023. Et deuxièmement, nous avons la PSM interrégionale qui prévoit une vingtaine de sites, des détroits, des baies et la mer. Il y a un règlement présidentiel qui a été déjà adopté. Il faut que ces travaux soient complétés dans le cadre législatif. En 2021 et 2022, nous allons mettre au point les plans de zonage restants. Et en 2024, les PSM interrégionaux seront mis en place.
Et en 2024, nous allons procéder à des examens, des révisions de la planification spatiale maritime. En fait, il s'agit d'un cycle. Maintenant, la PSM pour les zones stratégiques nationales, il y a quelques 28 plans. Nous avons complété déjà 16 PSM. Les discussions se poursuivent dans ce cadre. Il s'agit donc de la planification de l'espace marin dans les zones stratégiques nationales. Donc pendant les 4 années à venir, donc jusqu'en 2024, pendant cette période du mandat présidentiel, nous allons intégrer cette MSP dans la planification, dans l'aménagement du territoire de manière générale. Ensuite, comme vous le savez, en Indonésie, nous avons de nombreuses petites îles, notamment un certain nombre d'îles ultrapériphériques, avec 111 différents sites. Jusqu'en 2020, les PSM de 50 sites ont été complétés. Donc, de nombreux PSM ont déjà été adoptés dans le cadre du règlement présidentiel. Mais s'agissant des îles ultrapériphériques, la PSM sera intégrée dans le plan général de l'aménagement du territoire. Et tous les documents concernant cette planification spatiale devraient être terminés, complétés dans les 4 années à venir. Cinquièmement, les PSM provinciales. Il y a au total 34 plans. Donc, jusqu'en 2021, il y a eu 27 plans qui ont été adoptés dans le cadre de règlements régionaux. Et cette année, les provinces poursuivent la mise au point de leurs PSM provinciaux. Cette planification spatiale soit réexaminée et intégrée dans l'aménagement du territoire jusqu'en 2024. Donc, il y a quelques questions qui restent à discuter. L'intégration de la planification spatiale, par exemple. Il y a la loi 11/2020 qui a été adoptée en novembre 2020. C'est une loi relative à la création d'emplois. Et je pense que grâce à cette loi, nous aurons un seul règlement qui couvrira à la fois les plans d'aménagement du territoire terrestre et maritime. Ceci nous permettra d'intégrer les différents PSM dans le processus global. Donc voilà, nous pouvons poursuivre. Ici, vous voyez le type de PSM. Il y a les PSM nationaux, donc vous avez également les zones stratégiques nationales. Nous avons également les PSM provinciales qui nous permettent de réaliser une bonne gouvernance des zones côtières. Ici, vous voyez la situation récente qui a démarré grâce aux travaux qui ont démarré en 2020 et aujourd'hui, nous poursuivons les travaux d'intégration. Donc, nous avons réalisé l'intégration de cette planification spatiale compte tenu des différentes contraintes dans ce domaine. Il y a un certain nombre de questions qui restent à régler.
et un certain nombre de défis à relever. Par exemple, le développement d'une planification tridimensionnelle. Ceci nous permettra d'aboutir à un plan national complet. Il y a l'élément de l'océan à prendre en compte, mais également les fonds marins. Il y a également la loi numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois qui nous permet de réaliser une bonne planification spatiale. Donc, la planification spatiale maritime permet une bonne croissance économique grâce à des opportunités d'investissement accrues. Et cette PSM peut également nous permettre d'aboutir à un développement maritime durable. Tout cela sera possible grâce à l'application d'une planification spatiale coordonnée grâce à la collaboration de pays voisins. Voilà donc ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, il y a différentes zones qui nécessitent une planification. En Indonésie, nous avons déjà la PSM, la planification de l'espace marin pour l'ensemble du pays. Mais M. Suryanto a expliqué qu'il y avait 4 plans spatial maritime. Nous avons un plan national et dans le cadre de ce plan, nous avons un plan régional, provincial et différents plans de gestion. Donc, nous allons les aborder un à un. Nous allons parler du contenu technique et du processus de la mise au point de ces différentes PSM. D'abord, je vais vous parler du plan spatial maritime national qui a été créé dans le cadre de la loi numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois. Donc, 2 éléments à prendre en considération, les 2 lois qui régissent ce domaine, donc la loi 11 de 2020 sur la création d'emplois et la loi 32 de 2014 sur les affaires maritimes. Donc cette PSM nationale couvre une zone de 6,4 millions de kilomètres carrés. Il s'agit d'une zone qui inclut les eaux territoriales, les eaux archipélagiques, les eaux intérieures, les zones économiques exclusives, les zones contiguës et le plateau continental. Donc, ce plan spatial maritime a nécessité une consultation nationale, comme vous l'avez entendu dans la présentation précédente. La PSM est un outil de croissance économique stratégique. Ceci nous permet également de conserver les ressources marines. L'initiateur de ce plan national est le gouvernement national. Maintenant, nous passons au contenu. Donc, quelques mots sur le contenu. Les éléments de notre vision nationale pour la PSM sont le caractère durable, la prospérité et la souveraineté. Alors, nous avons donc différents éléments qui composent cet ensemble. Tout d'abord, la structure de la planification spatiale maritime avec le centre pour le développement marin, le système de réseau d'infrastructures maritimes. Et ensuite, il y a des plans qui comportent des éléments de schéma d'exploitation spatiale maritime, donc
l'utilisation des zones publiques, les zones protégées de conservation, les voies maritimes et les zones stratégiques particulières nationales. Il y a ensuite donc des aspects liés à l'exercice de l'autorité juridictionnelle. Vous avez ici donc en bleu les voies maritimes pour la navigation. Vous avez également donc les connexions par câble, par conduit sous-marin. En vert, vous avez des polygones qui sont des zones de conservation. Les polygones bleus sont des zones militarisées. Il y a donc une réglementation spatiale qui concerne ces différentes zones. Le niveau suivant de planification spatiale maritime est celui des plans de zonage interrégional. Avec 20 plans de zones différents. Ceux-ci recouvrent donc des espaces maritimes qui recoupent 2 provinces ou plus et qui peuvent être composés de baies, de détroits ou d'espaces maritimes jusqu'à 12 000 marins de l'espace de juridiction. S'ajoute à cela, bien sûr, le PSM national qui apporte un cadre ou un fondement juridique pour ce PSM interrégional. Il y a donc une extension jusqu'à 12 000 marins. Et l'échelle de cette planification se fait à 1 pour 500 000. Le cadre juridique est le même que celui que j'évoquais antérieurement. Les objectifs sont donc la croissance économique, la conservation, la biodiversité, la sécurité nationale et la souveraineté. Parmi les secteurs concernés, on peut citer la pêche, la protection des espaces marins, les voies de migration biotique, le tourisme marin, l'exploitation pétrolière, gazière et minière, l'énergie, la sécurité et la défense, ainsi que les conduits et câbles sous-marins. C'est le ministère des Affaires maritimes et de la pêche qui est à l'initiative de ce travail de planification. Et ici, vous pouvez constater que même si dans l'ensemble nous retrouvons les éléments du cadre national, il y a un peu plus de détails au niveau interrégional. Donc vous avez le plan de structure d'ensemble, peut-être le plan directeur en matière de PSM, et puis des éléments qui comportent des schémas thématiques particuliers. Vous avez donc en matière de conservation différentes dimensions, zones côtières et petites îles, zones maritimes et zones maritimes protégées. De même, pour l'utilisation, nous avons des distinctions qui sont faites entre la pêche, l'aquaculture, le tourisme et d'autres domaines d'activité. Il y a donc une façon plus détaillée de décliner les différents aspects de la planification au niveau interrégional. Nous essayons également de préciser les modalités de contrôle de l'utilisation des espaces avec une réglementation par zone et un système de licence ou de permis. La location spatiale est également précisée dans les plans qui existent à différents niveaux. Il est important de veiller à être en conformité avec les règles du droit international.
Voici à titre d'exemple un PSM interrégional. Vous pouvez le constater, il s'agit du détroit de Makassar. 5 provinces différentes sont concernées et les modalités concernées découlent d'un décret présidentiel. Nous passons maintenant au niveau provincial de PSM. Et au niveau provincial, ce sont les autorités provinciales, les gouvernements provinciaux qui ont la main sur la PSM, l'Indonésie étant caractérisée par la très grande importance de la mer et des espaces côtiers. Nous avons donc un contexte particulier pour la PSM au niveau provincial, avec donc, comme vous le voyez à l'écran, des instruments juridiques, la loi numéro 1 de 2014, la loi 27 de 2007, qui sont concernés, ainsi que le règlement 23 de 2016 du ministère. 34 provinces sont concernées. Nous sommes à une échelle qui varie entre 1 pour 50 000 et 1 pour 250 000. Le son de l'orateur semble malheureusement être coupé de façon imprévisible de temps en temps, mais les interprètes vont essayer de continuer à suivre en traduisant ce qu'ils entendent. Il y a donc différents types d'activités, des niveaux d'activité toujours croissants dans les zones maritimes et côtières qui peuvent potentiellement conduire à des situations conflictuelles. Il est donc important de réguler tout cela par l'octroi de permis et de licences et l'approbation dans le cadre des PSM. Il y a, et c'est là un élément important, un soutien au niveau national à partir du ministère au travail de planification spatiale maritime qui se fait au niveau régional. Nous passons au plan de zonage stratégique nationaux qui sont fondés sur les zones stratégiques nationales. Il y a donc quelques 28 zones différentes qui sont concernées, qui font l'objet d'un travail spécifique de PSM. Le cadre juridique est le même que pour les PSM interrégionaux. Il s'agit des mêmes lois sur la création d'emplois, les affaires maritimes et la PSM. 28 zones sont concernées, s'agissant donc des intérêts économiques, de la protection de l'environnement et des ressources nationales. Nous travaillons à une échelle de 1 pour 50 000. Et il y a donc une réglementation par décret présidentiel. Parmi les objectifs recherchés, le maintien de la valeur stratégique ou importante en matière de croissance économique, de conservation, de biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Les secteurs concernés comprennent les pêches, la protection maritime, le tourisme, etc., etc. Et il y a, selon la zone concernée, des valeurs différentes qui découlent de ces différentes dimensions. Et c'est donc le ministère qui est l'initiateur de ce travail. Quels sont ces grands intérêts stratégiques? Il y a une dimension qui relève de la souveraineté nationale avec les zones ultra-périphériques, les zones frontalières maritimes. Il y a ensuite la croissance économique
avec des zones de libre-échange, des mégapoles ou des zones urbaines qui ont chacune leur importance. Ensuite, si on regarde les ressources naturelles et les hautes technologies, on peut citer les ressources halieutiques et les énergies renouvelables. Enfin, en matière de fonctions environnementales, les zones de conservation, de migration des biotes marins, les zones de frais et les zones sensibles sont concernées. Voilà donc pour l'intérêt stratégique national et les éléments si rapportants qui permettent de définir des priorités stratégiques. Et à partir de là, nous élaborons la PSM pour ces zones stratégiques nationales. The content basically is the same with another MSP. It's divided into two arrangements. Nous travaillons essentiellement sur les mêmes bases que pour les autres contextes de PSM. Vous avez donc la dimension structurelle et celle des schémas spécifiques à tel ou tel contexte. Il y a donc des orientations d'utilisation spatiale avec des indications sur les programmes principaux, les programmes prioritaires et des éléments de gestion et de maîtrise de l'utilisation des espaces par le zonage et l'octroi de permis. Nous travaillons donc, comme je le disais, à une échelle de 1 pour 50 000, ce qui permet d'avoir un niveau de détail plus fin qu'au niveau interrégional ou national. Voici l'exemple de la zone stratégique nationale de Batam Bintan Karimun. Et là, l'accent est mis sur la croissance économique. Je voudrais maintenant parler de la PSM concernant les îles ultra-périphériques. Les îles ultra-périphériques et les eaux environnantes comptent quelques 111 îles différentes, mais certaines sont regroupées dans un même plan de zone, de sorte que nous avons 51 plans de zone. Il n'y a pas un plan de zonage pour chaque île. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs îles qui sont regroupées dans un même plan de zone. Alors, le cadre juridique est le même que pour la PSM nationale. Nous avons donc, comme je le disais, quelques 111 îles ultra-périphériques. Nous travaillons à une échelle de 1 pour 50 000. Il y a une réglementation par décret présidentiel qui entre en ligne de compte. Mais avant 2020, cela relevait de la réglementation ministérielle. Nous sommes passés depuis 2020 à une gestion par décret présidentiel. Il a donc fallu assurer une continuité, une transition qui soit satisfaisante. On peut citer parmi les principaux objectifs rechercher la souveraineté nationale, la défense et la sécurité, puisque nous sommes sur des zones frontalières, de même que la prospérité et la protection de l'environnement. Les secteurs concernés comprennent donc la sécurité, la défense, les affaires étrangères, le transport maritime, la pêche, le tourisme, etc., selon les caractéristiques propres à chaque île et aux eaux environnantes. Ce sont les autorités nationales, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, qui sont à l'initiative de ce niveau de PSM. Vous pouvez le constater, nous avons à l'écran donc la répartition des îles ultra-périphériques qui sont représentées
par des îles, les cercles, quant à eux, représentant des regroupements d'îles qui sont donc concernés par un seul plan de zonage. Il y a 30 groupes de 90 îles et dans le cas de 21 autres îles, elles font l'objet d'un zonage propre, ce qui fait un total de 50 plans de zone pour 111 îles ultra-périphériques. Voici notre approche de la planification. Il y a donc trois grandes dimensions, comme je le mentionnais. Pour l'ensemble des îles, la défense et la sécurité constituent une base de départ à laquelle peuvent s'ajouter les deux autres dimensions, éventuellement protection de l'environnement et prospérité économique. Nous avons déjà noté que certaines îles ne sont concernées que par la dimension de la défense et de la sécurité. D'autres peuvent être, selon le cas, concernées par l'une ou l'autre des deux autres dimensions ou encore par les deux autres dimensions à la fois. Nous avons donc fait figurer dans ce schéma les différentes îles selon leur statut. So, the content of the outermost island waters MSP is similar. Pour ce qui est de la PSM concernant les îles ultra-périphériques, elles ressemblent à celles de la PSM nationale stratégique, même si dans ce contexte-ci, nous avons la dimension de la connectivité qui est important, le caractère très reculé de ces espaces, le fait qu'elles se trouvent à une grande distance des îles principales en Indonésie, fait qu'il est très important d'essayer d'assurer des connexions satisfaisantes avec ces îles. C'est là quelque chose d'assez propre au contexte de l'APSM pour les îles ultra-périphériques. Voici donc l'exemple des îles de Maratua et de Sambit. Et vous pouvez le constater pour ces deux îles ultra-périphériques, il y a une seule zone du fait de la proximité géographique de ces deux îles et du fait qu'il y a différentes modalités de connexion entre ces îles. Alors, quelles sont les différentes étapes et les processus et en quoi ces étapes et processus ont une incidence sur la PSM? Il y a trois approches que nous avons adoptées dans la mise en place de notre PSM. Tout d'abord, une base scientifique qui utilise un soutien technologique, des enquêtes sur le terrain, ainsi que des analyses. Il s'agit là du processus académique ou scientifique. Et cette composante est très importante afin d'identifier de manière objective le profil du lieu ou du site qui fera l'objet de la PSM. Ensuite, nous avons l'approche fondée sur la participation des parties prenantes. Il s'agit d'une approche participative. Donc, nous pouvons pour cela utiliser des discussions avec des groupes cibles, utiliser une planification participative, effectuer des consultations avec le public. Et notre troisième approche est une approche institutionnelle. Donc, il y a la politique nationale, d'une part, la réglementation locale, les groupes cibles sectoriels, etc.
initiated version. La réglementation dont il est question ici est le règlement numéro 2 qui date de 2020, ainsi que le règlement du ministère des Affaires maritimes et de la pêche numéro 23 qui date de l'année 2016. How is the step? Donc, la prochaine diapositive nous montrera les différentes étapes dont il est question. So this is the procedure for interregional MSP. Voilà, donc la procédure pour les PSM interrégionales, nationales, enfin les PSM pour les zones stratégiques nationales, ainsi que pour les îles ultra-périphériques. Donc ici, les étapes vont de la préparation jusqu'à l'aspect légal ou juridique. Et vous voyez que chaque étape comporte différents processus. Donc, d'abord la préparation. Une fois que cette phase est terminée, nous passons à la collecte de données et le traitement de ces données. C'est une étape très importante qui nous permet d'avoir une vision plus détaillée de la zone étudiée. Donc, le niveau de détail est tributaire de l'échelle choisie, bien entendu. Donc, quels sont les différents processus impliqués dans cette phase de collecte de données? Eh bien, il y a différentes études, études sur le terrain, des processus de cartographie. En fait, on utilise principalement des données primaires, car les données secondaires sont difficiles à obtenir. Et le processus de collecte de données est décrit dans le document initial avec ses différentes utilisations possibles. Alors, une fois que nous avons rédigé le document initial, il faut mener des consultations publiques pour pouvoir l'adopter. Donc, dans cette phase, nous préparons un document intermédiaire. Donc, d'abord, nous avons la consultation pour le document initial. Ensuite, nous avons la rédaction du document intermédiaire qui comprend un projet de plan structurel, enfin plan spatial structurel et un plan de schéma, ainsi que des indications concernant le programme principal et la carte du plan. Donc, une fois que nous avons rédigé ce document intermédiaire, nous mettons en place une autre phase de consultation publique sur ce document intermédiaire afin de se mettre d'accord sur le plan dont il est question dans ce document. Tout cela prend du temps. Donc, il peut y avoir 2 étapes, 3 étapes, voire 3 ou 4 étapes en fonction de l'accord trouvé ou non. Si l'accord n'est pas trouvé, il faut répéter la phase de consultation publique jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Donc, une fois cet accord trouvé, s'agissant du document intermédiaire, nous pouvons passer donc au document final, le document de planification. Et une fois ce document terminé, nous pouvons passer à la suite, donc au processus de légalisation. Cette diapositive est ma dernière qui montre les différentes étapes de PSM. Donc, en fait, il s'agit des mêmes étapes que celles utilisées par le gouvernement central, mais ici, nous avons également une consultation technique avec le gouvernement central, entre le gouvernement local et les pouvoirs locaux et le gouvernement central. Voilà donc notre processus de PSM en Indonésie et je vous remercie de votre attention.
Bon après-midi à tous, mesdames, messieurs, et bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Je suis ravie de d'avoir la possibilité de prendre la parole ici et de vous parler de la planification de l'espace marin. Je vous parlerai plus particulièrement de la partie juridique concernant la planification spatiale maritime. Comme vous le savez, dans le domaine de la gestion spatiale maritime et la gestion des petites îles, il y a différentes étapes telles que la planification, l'utilisation, la supervision et la surveillance. Et la PSM, la planification de l'espace marin, joue un rôle très important dans le cadre d'allocations spécifiques pour les différents programmes. Des programmes à la fois provinciaux, mais également nationaux. Donc, dans cette phase, il y a différents programmes d'incitation pour le processus d'octroi de licence et des processus également de dissuasion. Alors, je vais vous parler maintenant de l'octroi de licence maritime. Il y a d'une part la licence de base et un deuxième type de licence qui est une licence d'entreprise ou de gestion. Il y a différentes phases à prendre en compte, une évaluation environnementale, entre autres. En fait, d'abord une licence pardon, pour la licence, de base, la licence fondamentale, il y a une licence, concernant le site marin, une licence d'impact environnemental et une licence de construction. Et maintenant, s'agissant du deuxième type de licence, donc la licence, de gestion, il y a également différentes composantes. La production de sel, biopharmacologie marine, biotechnologie, exploitation de l'eau de mer pour d'autres utilisations que la production énergétique, le tourisme maritime, les navires coulés, etc. Maintenant, nous allons voir les différentes étapes, le séquençage de ce processus de licence maritime. Donc, il s'agit d'un processus qui doit suivre les différentes étapes, une séquence en fait. D'abord, une licence du site maritime qui est accordée, ensuite une licence d'impact environnemental, ensuite une licence d'exploitation commerciale ou opérationnelle. Et par exemple, ici, vous voyez les différentes étapes séquentielles. Donc, la licence de base, la licence d'exploitation, la licence de construction, etc. Alors, s'agissant maintenant de la réglementation nationale concernant l'octroi de licences maritimes, il y a la loi numéro 1 de 2014, la loi numéro 2 de 2014 sur les affaires maritimes et la loi nationale numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois qui régissent l'octroi de licences maritimes. Maintenant, s'agissant des règlements ou des décrets, il y a le règlement gouvernemental numéro 24 de 2018 qui concerne la soumission unique en ligne. S'agissant de l'octroi de licence maritime, il y a différents articles
en provenance de ces règlements que nous avons évoqués. Tout d'abord, la loi numéro 1, la loi numéro 32 et la loi numéro 11. Donc, pour la loi numéro 1, il y a l'article 16, section 1, qui indique que les personnes qui souhaitent exploiter une zone côtière ou composée de petites îles doit se doter d'une licence maritime. Maintenant, s'agissant de la loi numéro 32, il y a l'article 47, section 1, qui indique que chaque personne utilisant un espace maritime de manière permanente doit avoir un permis de location. Et la loi numéro 11 de 2020 sur la création d'emplois, son article 16 indique que chaque personne qui exploite un espace composé de zones côtières ou de petites îles a l'obligation d'avoir une licence d'utilisation maritime. Next slide, please. Yeah. National Regulation of Marine Location Alors, License. s'agissant de la réglementation nationale en vigueur pour l'octroi de licences, il y a la loi numéro 1 de 2014 qui contient différents articles. Donc, il y a l'article 17 qui indique que la licence est octroyée en fonction du plan de zonage. Le plan de zonage est un outil très important pour la planification de l'espace marin qui appuie ce processus d'octroi de licence. L'octroi de licence doit prendre en considération un certain nombre de points. Par exemple, la durabilité des écosystèmes des zones côtières et des petites îles, la vie publique, la situation des pêcheurs, les intérêts nationaux et le droit de passage pour les navires étrangers. Troisièmement, cette licence est octroyée pendant une période donnée avec un contenu, une étendue bien spécifique. Ensuite, cette licence ne peut être octroyée pour une zone centrale au sein d'une zone de conservation ou dans les voies maritimes, portuaires ou à proximité des plages publiques. Donc, cette licence ne peut pas être octroyée, comme évoqué précédemment, dans les zones centrales, dans les voies maritimes, dans les zones portuaires, dans des plages publiques ou dans des zones appartenant à des peuples autochtones. Alors, maintenant, l'autorité qui octroie ces licences, il y a deux autorités en la matière. Au niveau national, il s'agit du ministère des Affaires maritimes et de la pêche. Et la deuxième autorité est le gouvernement provincial. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche a le pouvoir d'octroyer et de révoquer la licence maritime. Alors, il s'agit de licences dans des zones côtières, dans les eaux environnantes des petites îles, des zones provinciales transfrontalières, des zones de stratégie nationale
des zones stratégiques particulières et des zones de conservation Next nationale. slide, please. Yeah. La zone dont il est question ici peut aller de 0 à 12 000 nautiques. Alors, nous avons un système en ligne pour l'octroi de ces licences. La soumission se fait en ligne. Il s'agit de permettre à chacun de faire la demande en ligne. Donc, ce système, Sea-Handal, est intégré dans le système de soumission en ligne. Marine location license, government and local government L'octroi de licences maritimes nécessite une collaboration entre le gouvernement et les pouvoirs locaux pour faciliter la délivrance de ces licences. Ainsi, les communautés locales et traditionnelles peuvent faire une demande de licence et le processus permet d'appuyer les communautés locales et traditionnelles. À l'heure actuelle, nous avons un cadastre maritime qui nous permet d'administrer le processus de licence maritime. Donc, il y a des responsables au niveau national et au niveau provincial pour ce cadastre maritime. En fait, il s'agit d'un système qui est la suite logique du cadastre terrestre. Et ce cadastre permet de régler, de régir les activités maritimes. Ses buts sont de permettre la création d'un environnement de certitude juridique, d'apporter une protection juridique et une bonne administration du processus de manière générale. Ensuite, nous avons donc poursuivi le développement de cet outil de cadastre marin avec une cartographie des zones concernées par l'octroi des licences. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche travaille avec les autorités provinciales et nous regroupons différents types d'informations avec des modalités d'affichage, par exemple des contours de la zone qui sont à disposition. Et j'en ai terminé de ma présentation. Merci de votre attention.